parle souvent des artistes à partir de leurs œuvres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qui précède, les inspirations, les pensées et préoccupations des artistes. L'œuvre en puissance. Je suis Oriane Emery et vous écoutez En Aparté, le podcast qui dévoile la face cachée des artistes et de leur création. Bonne écoute. Bonjour à tous. Pour ce deuxième épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer Cédric Melon, scénariste. Il a notamment écrit le long-métrage Le Guetteur, sorti en 2011. C'est un polar où Daniel Auteuil incarne un commissaire traquant un sniper redoutable et mystérieux joué par Mathieu Kassovitz. Nous avons bien sûr parlé ciné, en tant qu'art, mais aussi en tant qu'industrie. Cédric a eu la gentillesse de dévoiler sincèrement et sans filtre les difficultés qu'il a pu rencontrer pour percer dans ce milieu, financer un projet, trouver une équipe, travailler collectivement malgré les sensibilités, les égos et les intérêts de chacun. On a aussi parlé de son processus d'écriture pour ses différents projets scénaristiques, comment il trouve des histoires à raconter et plus généralement de ses inspirations, musicales, littéraires et bien sûr cinématographiques. Cédric m'a reçu chez lui dans son salon aux murs tapissés de DVD, un vrai musée dédié au 7e art. Véritable passionné, il a évoqué les scènes cultes qui l'ont marqué en tant qu'auteur mais aussi en tant que spectateur. Et croyez-moi, ça donne envie de revoir ces classiques. En réécoutant cette conversation, j'ai listé toutes les références dont on a parlé et croyez-moi, il y en a un paquet. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver en description. Si vous aimez le cinéma et les séries, vous allez adorer vous plonger dans cet épisode. Alors installez-vous confortablement, prenez un bon thé et je vous laisse découvrir cette nouvelle conversation en aparté. Bien Cédric, bonjour. Bienvenue sur le podcast En Aparté. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir en tant que deuxième invité du podcast. Je te propose pour commencer de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Écoute, je suis moi, je viens de chez moi. Non, je suis Cédric Melon, je suis journaliste et je suis également scénariste. Journaliste depuis 21 ans et scénariste depuis une petite dizaine d'années. D'accord, très bien. Voilà. Et qu'est-ce qui a été le déclic pour toi En fait, j'ai commencé dans le domaine du cinéma, ma carrière de journaliste, j'ai commencé dans le domaine du cinéma, du DVD. C'est à l'époque où le DVD arrivait. Moi, depuis que je suis tout petit, je suis un passionné de cinéma. Et je voulais être réalisateur de films quand j'étais petit. Comme beaucoup de personnes. Voilà. La vie, on a décidé autrement, en tout cas dans un premier temps. J'ai fait très peu d'études, j'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai chopé une opportunité d'écrire dans un journal que... après avoir appris sommairement comment on faisait grâce à un ami journaliste. Et j'ai appris sur le tas. D'accord. Et comme je ne savais pas très très bien comment tout ça fonctionnait, je me suis dit autant écrire sur un truc que tu connais. Et comme j'ai une bonne culture ciné, je me suis dit je vais écrire sur le cinéma. Et des années plus tard, en fait, à force de voir des films que j'aime beaucoup, mais aussi des films plus récents que je trouvais moins bons, je dis on n'est jamais mieux servi que par soi-même. T'as qu'à écrire des trucs et comme ça tu verras bien ce qui se passe. Et du coup j'ai avec un co-auteur à l'époque, on s'est lancé dans l'écriture d'un scénario. Comme ça, mais le week-end par plaisir au départ. Alors non. Ou est-ce qu'il y avait un projet c'était pas un projet, c'était une envie. D'accord. Il y avait une vraie envie, une véritable envie. Et avec cet ami-là en question, on échangeait beaucoup sur le cinéma. Lui était très critique sur un certain nombre de choses, moi un petit peu moins, plus passionné. En fait, on se complétait pas mal là-dessus. Et lui avait une technique d'écriture et moi j'avais plus les idées en fait. Et en fait, notre binôme a fonctionné malheureusement que sur un seul film, mais je trouve qu'il a bien fonctionné. Et au bout d'un an, on avait un scénario. Et là, les ennuis ont commencé. Ah, quels ennuis, ça m'intéresse. En fait, il suffit... Déjà, après, je pense qu'on parlera du processus d'écriture, ouais, mais tu rentres dans un monde qui est très différent de ce que les médias peuvent te montrer, peuvent véhiculer.
en tout cas à l'époque, donc c'était il y a un peu plus de 10 ans, on s'est confronté à plein de problèmes qu'on a, comment dirais-je, qu'on a affrontés les uns après les autres, et qu'il faut avoir sacrément envie et avoir confiance en soi. C'est quoi les problèmes auxquels vous avez fait Déjà, face? c'est de trouver un producteur. Et comment on trouve un producteur? Alors, nous, on avait de la chance. En tout cas, moi, j'avais de la chance parce que j'étais dans le milieu du cinéma. D'accord. Donc, tu avais des connaissances. Des séries télé, donc j'avais pas mal de connaissances. Je suis allé à toutes les avant-premières où je pouvais aller. Je suis allé à toutes les soirées où je pouvais aller. Et j'avais noué pas mal de contacts avec beaucoup d'attachés de presse qui m'ont aidé, qui m'ont dit, bah tiens, tu devrais rencontrer un tel. Et puis, j'ai commencé à faire circuler le scénario chez certains producteurs jusqu'à ce qu'il y en ait un où, en fait... trouve le scénario vachement bien et suffisamment bien pour que lui-même, qui était dans une boîte de distribution à l'époque, dise je vais monter ma boîte de prod pour le faire. Ah oui. Donc ça, c'est c'était très flatteur. Donc c'était super flatteur. C'était notre premier scénario. Et c'était quel film? Ça s'appelle Le Guetteur, enfin qui est devenu plus tard Le Guetteur, avec Mathieu Kassovitz et Daniel Auteuil. Ouais, avec un beau casting. Avec un beau casting. Mais encore là, tout ça, c'est fait à la force du poignet. Ça n'a pas été évident. Il faut vraiment s'accrocher. On a eu un mal de chien à trouver un réalisateur, parce que trouver un réalisateur en France qui n'écrit pas ses films, vous pouvez regarder dans les magazines, c'est très compliqué, parce qu'il y a cette velléité que je peux comprendre d'être un auteur, et ce qui est très différent par rapport aux États-Unis, c'est que le métier de réalisateur est pas... j'ai l'impression qu'il n'est pas suffisant pour les gens, en se disant, enfin pour les auteurs français, de se dire ah bah juste je me contente de réaliser, ça suffit pas quoi. Donc en gros, je fais juste comme Spielberg, comme Eastwood, comme Ridley Scott. Non, moi je veux écrire. Et c'est là on est au cœur d'un problème bien français. Je suis désolé de le dire, qui est comme ça, où en fait, mais allez-y les gars, cherchez un réal qui écrit pas. Et qui soit un bon réal. Alors là... Et toi, ça t'aurait pas plu, par exemple, de réaliser? Si, mais pour réaliser, il faut... Alors, j'ai pas encore la méthode, puisque je l'ai pas encore fait, mais il faut déjà passer par le court-métrage. D'accord. Et j'estime que moi, une bonne idée de court-métrage, c'est une très bonne idée de long. Et l'énergie qu'il faut pour faire un court-métrage, pour l'écrire, ensuite pour le financer, pour le tourner, c'est déjà énorme. Donc, j'ai pas encore trouvé la solution, je sais pas encore comment je vais faire. Je me dis que quand il y a il faut aussi penser au budget, c'est-à-dire que on peut pas écrire n'importe quoi. Si on écrit un truc qui est bigger than life, et on sait très bien que les budgets français sont assez réduits, si on écrit un truc de SF à la Besson qui se passe dans l'espace, ça sera jamais fait. D'accord. Même si oui, donc toi, tu y penses quand même quand tu écris. Maintenant, tu dis, oui. Il faut que ce soit faisable. Avant, non. C'est-à-dire que j'ai des scénarios qui sont dans mon tiroir, que j'ai même pas fait lire, parce que qui sont finis. Hein. Mais je sais très bien que le budget est trop conséquent, trop énorme. D'accord. Donc, faut attendre, faut être patient. Faut attendre que ce genre de film se refasse, ou trouver un producteur qui va avoir ce genre de film qui a fonctionné et aller le voir, etc. Qui va prendre le risque. En fait, tout ça, c'est un peu de la géopolitique, mais dans le milieu du cinéma, quoi. C'est intéressant parce qu'on le soupçonne pas vraiment en fait. On se doute que c'est quand même une grosse industrie, il y a beaucoup de personnes, là, et donc forcément il y a de la politique. C'est que la surface, après t'as ce problème où les gens veulent faire... Après t'es confronté à des tas de problèmes. On te dit ce genre de film là, ça marche pas en ce moment. Ou on te dit il faut faire une comédie. Pourquoi ? Parce qu'une comédie, a priori, ça coûte moins cher qu'un polar d'action. Derrière, tu peux avoir écrit Citizen Kane ou Hit, on le fera pas parce que t'as pas les acteurs qu'il faut dedans. Donc tu vas prendre un acteur qui est bankable. Derrière, l'acteur bankable, il va te dire mais moi, mon rôle, j'aimerais bien qu'il soit écrit comme ça. Ouais. Donc il m'est arrivé, moi, de dire à un acteur très connu que je citerai pas, pourquoi tu deviens pas scénariste ? Ça serait quand même beaucoup plus simple. Donc je me suis grillé. Donc t'as tout un tas de choses, t'as une espèce de langage qu'il faut apprendre à parler. Après, on te dit que t'as un ego surdimensionné. Ego surdimensionné, ce qui veut dire que de toute façon, si t'as pas d'ego quand t'es scénariste, vaut mieux pas y aller. Oui. Quand je dis un ego, c'est juste une certaine exigence d'écriture sur ce que tu fais. Et la plus grosse erreur que peut faire un scénariste, pour moi, si je devais donner un seul conseil à un scénariste, c'est de se faire confiance et de faire très attention à ça. C'est pas parce qu'il y a de la merde qui se fait que nous... De pas se laisser aspirer aussi par d'autres influences. C'est même pas ça, c'est que les gens pensent que parce qu'eux, ils ont écrit un truc bien, ça va forcément se faire parce qu'il y a de la merde qui s'est faite. Et ça, non. Ça marche pas comme ça. C'est parce que tout le monde peut en faire des trucs pas bien. Mais pourquoi ils se font ?
ces films-là. Et c'est ça la vraie question. Et ces films-là se font parce qu'il y a un système, parce que c'est de l'entre-soi, parce qu'on fait confiance toujours aux mêmes personnes, et qu'une fois qu'on est dans le milieu, on y reste. Et parce que c'est très difficile d'y entrer. Et du coup, c'est dommage, parce qu'il y a plein de bons films. C'est très difficile pour moi de dire ça, parce que je veux pas avoir l'air aigri, et je ne le suis pas, parce que j'adore ce métier, et j'espère un jour que je ne ferai que ça. Mais c'est comme ça. Alors, ou bien on peut se mettre la tête dans le sable, ou bien on sort la tête et puis on essaye de voir autour comment on peut faire pour s'en sortir autrement. Il faut arriver aussi à jouer avec les codes. Et j'ai pas rencontré les bonnes personnes, sûrement, ou je me suis pas adapté comme il fallait avec mon scénar ou avec mes différents projets, etc. Tu avais beaucoup adapté le Guetteur ? Le scénario du Guetteur, il ressemble pas exactement au scénario qu'on a eu à la fin. Mais t'en es content quand même ? Je suis content que le film se soit fait, ouais. Mais... J'ai une phrase extraordinaire du monteur du film qui m'avait dit tu sais, Cédric, c'est déjà un miracle qu'un mauvais film se fasse. Ah donc, oui. Donc ça, c'est resté gravé dans ma tête. Ce qui fait aussi que derrière, les projets mettent plus de temps à venir parce que je fais extrêmement attention à chaque étape, qu'on dénature pas ce que j'ai voulu raconter, qu'on dénature pas le coup de cœur qu'avaient eu les producteurs au départ et qui sont un peu laissés influencer par le système et tout. Je ne les ai pas forcés à aimer au début. Et comment vous avez trouvé le réalisateur, du coup ? On est allé chercher en Italie. C'est Michele Placido, celui qui avait fait Romanzo Criminale. Et quand tu dis on a été le chercher, on l'a embarqué dans une voiture. Non, quand on dit on est allé chercher, c'est qu'on ne trouvait pas de réalisateur en France. Parce que ce que je disais tout à l'heure, trouver des réalisateurs qui écrivent pas, machin, c'est compliqué. Moi-même, je connaissais des réalisateurs qui n'ont pas été intéressés ou qui disaient je suis déjà sur mon projet. Enfin, c'est des manières polies de dire non, j'irai pas. Et derrière, on avait un coproducteur italien qui nous a dit moi je connais Michele Placido, on est allé chercher, il a lu le scénario, il a adoré. Donc il est venu en France réaliser le film. Ah, c'est chouette. Mais c'est vrai que ça a l'air compliqué, quoi. Voilà. S'il avait été aussi un peu plus exigeant, ça aurait été chouette aussi. Exigeant à quel niveau ? Avec la réal. S'il avait suivi le storyboard, s'il avait fait un certain découpage, s'il avait été là pour le montage. Ah oui. Ça, c'est des trucs que s'il était réalisateur français, je le dirais pas. Pour pas me griller. Mais là, il s'est passé 10 ans, puis tout le monde le sait, donc... Mais c'est très compliqué. C'est... pour que ça se fasse, et la phrase du monteur en dit beaucoup, c'est vraiment un bon film, c'est vraiment un petit miracle. Faut que tous les ingrédients soient bons, en phase, au même moment. Mais le meilleur moment, c'est l'écriture. Alors, comment ça se passe ? Comment te viennent les idées En fait, les idées, c'est très... moi, elles viennent, c'est d'abord des images dans ma tête. C'est une scène que j'ai envie de voir. D'accord. Très visuel, donc. C'est très visuel. Les scénarios que j'écris sont très visuels. J'ai envie qu'on lit ça comme un roman et qu'on s'y voit. D'accord. Je donne jamais d'indication de mise en scène. Parce que je veux que le réal s'approprie le truc. Mais par contre, tout ce qui est décor, arrière-plan... j'aiguille. Ouais. Et du coup, j'essaye de lui mettre le même film que moi dans la tête. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est le meilleur moment, l'écriture. Et après, il faut faire bien attention à pas confondre un sujet et une situation. C'est quoi la différence ? Une situation, c'est de dire... c'est deux personnes qui font des matchs clandestins dans des parkings. Voilà, ça, c'est une situation. Je vais faire un film autour de ça. Non, là, tu vas faire une scène. Par contre, si tu dis c'est un mec qui est complètement schizophrène et qui organise des combats clandestins parce que comment dirais-je, il étouffe avec lui-même, il a l'impression que le monde l'oppresse, etc., tu fais Fight Club. Ouais. Je me suis dit, ça me dit quelque chose. C'est bien pitché, en tout cas. Voilà, mais c'est... Okay. Et du coup, même Les Dents de la Mer, on me dit, voilà, il y a un requin qui terrorise une petite plage dans un petit état américain. Ça, c'est une situation. Maintenant, de dire qu'il y a 3 personnes complètement différentes qui vont y aller et qui vont régler un problème avec eux-mêmes sur un bateau en affrontant ce monstre, c'est un sujet. Ouais. Donc c'est là où il faut faire très attention à ça. Et donc toi, tu parles d'un sujet. Moi, je parle d'un sujet. Par exemple, il m'est arrivé de voir une situation aux infos. Je peux le dire, même si le scénario existe, mais c'est Florence Cassé. Quand elle s'est fait... c'est une jeune Française qui a été arrêtée à la frontière entre les États-Unis et le Mexique avec de la drogue dans sa bagnole. Elle était avec son fiancé. Et elle s'est retrouvée en tôle. Elle a toujours clamé son innocence.
Et elle s'est retrouvée en tôle et très très mal barrée avec tous ses recours possibles pratiquement annulés. Heureusement, elle est sortie depuis. Mais au moment où elle était en tôle, je me suis dit, mais moi, si j'étais le père de cette gamine et que j'ai épuisé toutes les possibilités pour qu'elle sorte, qu'est-ce que je ferais? Et j'en ai fait un film. Qui est sorti? Non, j'en ai fait un film, pardon. J'en ai fait un scénario. Et du coup, donc, ça... avis au réalisateur. Voilà. Mais en fait, ça, c'est juste une situation. C'est-à-dire que le sujet du film... le sujet, c'est vraiment ça. C'est le point de départ. Après, les choses se transforment. Après, les choses se transforment naturellement parce qu'on pose une histoire, on dit comment je commence, qui est mon personnage, d'où il vient. Et puis, les choses commencent à vivre, quoi. Donc typiquement, là, tu décris cette situation-là, et qui est plutôt le point de départ ou qui est plutôt le cœur du film? Non, c'est le film. C'est ce que je veux raconter. C'est la thématique. La thématique, c'est voilà, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que j'ai envie, à partir de ça, qu'est-ce que j'ai envie de raconter comme histoire. Et là, l'histoire est vraiment différente. On y retrouve ça à la fin. Mais avant, je trouvais très pompeux quand les écrivains disaient c'est mon personnage qui me guide ou machin et tout. Et force est de constater que, si, des fois, ça sort. Mais c'est marrant. Du coup, tu commences par les personnages? Comment tu fais En fait, alors, je fais pas du tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que moi, je fais le film dans ma tête. Avant d'écrire la moindre ligne. Je fais tout. C'est-à-dire qu'une fois que le film est... Tu rédiges des brouillons? Rien du tout. D'accord. Et des fois, ma petite femme qui me dit « Oh, reviens avec nous », parce que je pars loin. Donc, non, je pense à tout le film. Et quand j'ai le film, je commence à écrire la première scène et on y va. D'accord. Et ça déroule. Et ça te prend combien de temps de penser tout le film et ensuite de l'écrire? Ça dépend. Ça m'est arrivé d'y penser pendant 1 an. Par exemple, Rubicon, donc celui avec Florence Cassé. J'y ai pensé pendant 1 an et j'ai mis 2 mois à l'écrire. D'accord. En faisant mon boulot. Hein. Donc c'est cool. Ouais, 2 mois, ça me paraît pas énorme en fait. Mais en fait, c'est 1 an et 2 mois. Pour moi. Parce que le processus d'écriture, il est dans ta tête. Et quand tu écris, est-ce que tu as besoin d'être dans des dispositions particulières? Alors, parle-moi de tout ça. Alors, quand j'écris, j'ai besoin d'être au calme. Et souvent, selon le film que je fais, je vais mettre une musique. Toujours la même. Pas le même morceau. Hein. Je suis pas complètement cinglé. Un peu, mais pas complètement. Et 100% du temps, c'est de la musique sans paroles. S'il y a les paroles, ça m'est... Est-ce que tu écris aussi les dialogues? Oui, j'écris tout. Ah, mais l'unité dialoguée est entière. Et en fait, c'est le moment le plus kiffant. Quand t'as les scènes qui viennent et tout. J'ai l'impression que ça vient assez naturellement pour toi. Est-ce que t'as des moments où tu te dis, franchement, là, je sais pas ce qu'il dit. Je sais pas ce qu'il va dire, je sais pas comment passer à la scène suivante. Alors, les dialogues, c'est un truc qui est très compliqué. Je pense que si ton dialogue, il est parfait une fois qu'il est écrit, il sera pas bon à l'écran. Ah, c'est intéressant. Parce que pourquoi? Ça, c'est... Encore une fois, c'est moi qui pense ça, hein. Parce que je pense qu'il a besoin d'être incarné. Et je pense qu'une fois qu'il est incarné, il faut que l'acteur y apporte quelque chose, un petit supplément d'âme ou même un changement qui fait que le dialogue, il est génial. Alors évidemment, t'as des exemples contraires. Tarantino, ses dialogues, tu peux avoir lu les scénarios avant que les films arrivent, ils changent rien et les acteurs apportent une couleur, mais c'est là. Mais le défaut, entre guillemets, qui sont aussi la qualité des trucs de Tarantino, c'est qu'on les reconnaît. C'est-à-dire qu'entre les personnages, ils parlent tous un peu pareil. Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time! Tandis que tu vas apprendre, je sais pas moi, Taxi Driver, ou tu prends le monologue de Robert Shaw dans Les Dents de la Mer, qui est un monologue ultra célèbre, qui pour moi est un des meilleurs monologues de l'histoire du cinéma. Quand tu lis les coulisses de comment ça a été fait, d'abord l'auteur, le scénariste, après l'acteur qui a travaillé dessus, ils ont retravaillé ensemble, Spielberg a mis sa touche, une petite part d'impro sur le truc, et à la fin, t'as un truc génial. Lifeless eyes, black eyes like a doll's eyes. When he comes at you, doesn't seem to be living until he bites you, and those black eyes roll over white. Et je pense que c'est une métaphore aussi sur le cinéma, ça. C'est quand même un travail collectif. C'est un travail collectif et il faut être suffisamment humble pour le reconnaître. Le scénario, c'est un outil. Si t'as pas c'est un outil qui va avec d'autres outils, qui est le chef-op, qui est le cadreur, qui est le machinot, qui est l'ingénieur du son, qui est le réal, qui sont les acteurs, le storyboarder, et que si tout ça fonctionne, c'est canon.
Et est-ce que tu parles quand tu écris pour rentrer un petit peu dans les dialogues ou est-ce que tu écris tout se passe dans ta tête? Tout se passe dans ma tête, mais des fois je relis à voix haute. Pour voir si ça passe bien. Ouais. Okay. Et comme je suis très mauvais acteur, je reste dans ma tête. Est-ce que tu fais appel à des personnes pour te relire au fil du temps ou... Alors j'ai une copine comédienne qui s'appelle Aude Forget, très très bonne comédienne. On la salue. On la salue. À qui je fais lire mes scénars. Comme elle est comédienne, au début, elle était avec d'autres copines qui étaient comédiennes aussi, qui lisaient on faisait une lecture ensemble. D'accord. Et en cours de route ou une fois que tu as un premier jet? Jamais en cours de route. D'accord. Jamais, moi, tant que c'est pas fini... Personne ne lit. Non. non. C'est trop... Après, le scénario, il vit, et puis après, on se rend compte que les gens se l'accaparent ou voient des choses que toi, t'as pas mis, ou... C'est assez... ça, c'est une autre étape. De faire lire son scénar et de voir ce que les gens en pensent. Moi, on m'a fait des retours fantastiques sur les scénars. Je trouve que les retours sont meilleurs que le scénar. Donc, non, c'est génial. Alors, des fois aussi, on m'a dit d'un de mes scénarios que c'était le plus mauvais scénario du monde que la personne n'avait jamais lu. Voilà, c'est un comédien qui a dit ça. Un comédien très connu. Et je me suis dit, ça tombe bien, parce que comme je trouve que c'est un très mauvais comédien, je me suis dit, en fait, il y a une logique à tout ça. Parce qu'en fait, je le voulais pas. Ça prouve aussi que c'est très subjectif. Ça reste de l'art et... Alors, c'est subjectif jusqu'à un certain moment donné. Après, j'ai compris pourquoi il avait dit non. C'est parce qu'on avait pensé à d'autres comédiens avant lui, le réal qui était attaché, etc. Donc, il y a toute une histoire d'ego. Il était vexé dans son ego. Voilà. Et le pire truc de ce putain de métier, c'est l'ego. C'est le pire truc. Il n'y a pas pire que ça. Le pire piège de ça, c'est l'ego. Déjà, il faut contrôler le sien, pas en avoir trop, savoir le garder pour soi à certains moments, et ensuite gérer celui des autres. Pas les vexer, bien leur parler, surtout faire attention de ne pas se fâcher. Le meilleur conseil, c'est, oh là là, soyez Drucker, amis avec tout le monde. C'est un bon conseil. C'est ça. Je vais revenir un petit peu sur la manière dont tu écris. Est-ce que la musique, donc tu parlais de la musique, est-ce que la musique donne un petit peu la teinte de ce que tu es en train d'écrire? Oui. Par exemple, avec de la tension. Enfin, oui. Je sais que tu écris beaucoup sur ces sujets-là. Oui. Quel type de musique t'écoutes par exemple, je vais encore parler de Rubicon, ça les gens voient à peu près. C'est un polar d'action. J'ai beaucoup écrit Rubicon avec la musique de Interstellar. Interstellar ou Drive, je sais plus. Tu écoutes des musiques d'autres films. Ouais. Et surtout, il y a certains moments où j'ai envie de mettre de la musique et je mets un exemple musical, alors que certains réals me font enlever et tout, mais je mets un exemple de musique pour la lecture. Pour dire voilà, à ce moment-là, c'est le genre de musique que j'aimerais. Ça n'arrive jamais, mais bon. C'est intéressant parce que du coup, et je crois qu'il y a un auteur français de polar, j'ai lu un de ces polars récemment où j'ai écrit ce bouquin en écoutant telle musique et telle musique. Je sais plus qui c'est, je crois. Merde, le pauvre, je sais plus, mais en tout cas les gens qui le connaissent, on pourra le mettre dans la description. Le retrouveront. Et je trouve ça vachement bien parce que ça te donne. Et j'ai vu un autre truc aussi génial dans un bouquin qui s'appelle Le Moineau Rouge, qui est sorti au cinéma, mais le bouquin est vraiment meilleur que le film, où l'auteur, à chaque fin de chapitre, donnait une recette de cuisine de ce qu'avaient mangé les personnages dans le film. C'est génial. Dans le roman. Et du coup, même si ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, il donnait, voilà, là, ils ont mangé, je sais pas moi, une bouillabaisse, il donnait la recette de la bouillabaisse qu'il y avait dans le roman. Et du coup, ça donne la couleur, la saveur, l'odeur pratiquement de la scène en question. Et je me dis que donner une couleur musicale dans un scénar, c'est ça. Moi, j'avais écrit un autre film qui verra jamais le jour, parce que je me suis fait avoir par contrat par des producteurs, parce que ça arrive aussi. Mais où à la fin, je voulais induire que c'était un plan séquence. D'accord. Et du coup, je voulais pas marquer début du plan séquence, et puis après, à la fin du plan séquence. Mais j'ai fait tout pour que ça soit un mouvement, et en fait, il y avait un vrai sens narratif à ce plan séquence. Et le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est le réalisateur qui a lu le Frédéric Schanderfer, pour pas le citer, qui a lu le scénario, et m'a dit « Putain, à la fin, on va faire un putain de plan séquence ». Et pour moi, c'est la plus belle récompense. Parce que je me suis dit, ça y est... Tu l'as induit et il l'a compris. Et puis surtout, c'est très pompeux de ma part de dire ça, mais c'est surtout lui, il s'est dit aussi, c'est pas moi, il s'est dit aussi, là, il faut faire ça. Il faut le faire, ça. Voilà.
Et c'est chouette de trouver quelqu'un avec qui on est en phase. C'est pas la souvent. connexion qui se fait à ce Voilà. moment-là. Et du coup, on travaille ensemble sur d'autres choses, mais c'est chouette de faire ces rencontres-là, de faire des rencontres artistiques. Et par exemple, là, je travaille aussi avec un scénariste que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, et ça faisait longtemps que je travaillais tout seul, mais j'ai lu ses scénars, je trouve qu'il écrit vachement bien, et puis on se racontait des trucs, et puis on s'est dit, putain, ça serait pas mal qu'on en fasse encore une situation aussi, et si ça devenait un sujet, et si le sujet devenait un scénar, et on a commencé à travailler dessus. C'est de la créa, c'est de la créa pure. C'est un voyage dans ce truc-là. Et on a la chance d'être les patrons, l'espace de l'écriture. Après, on n'est plus du tout les patrons. Oui, mais il faut laisser l'œuvre se faire. non, faut pas laisser l'œuvre se faire. Ah. Faut l'accompagner. Du mieux qu'on peut. Moi, j'ai toujours... Donc toi, lorsqu'un projet de film est produit, tu le suis jusqu'au montage. Alors, sur mon premier film, j'ai eu la chance que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que j'étais là tous les jours de prépa, tous les jours de tournage, tous les jours de post-prod, pendant 12 semaines. D'accord. Mais ça n'existe pas dans le cinéma français. C'est une exception complète, totale. Mais ça m'a servi d'expérience, parce que j'ai appris ce qui coûtait cher, ce qui coûtait pas, que tous les postes étaient hyper importants. Et j'ai appris aussi énormément sur le fait que le cinéma est quelque chose de très hiérarchisé, extrêmement hiérarchisé. Chacun son boulot. Personne ne marche sur les pompes de personne. Et on y va. Il faut accompagner, c'est-à-dire qu'il faut être capable de s'adapter. Moi, je me dis, il faut être capable d'écouter et de se dire, ok, si moi j'ai pas convaincu, si j'ai pas d'argument, bah, c'est qu'il faut que je change la scène. Donc à partir de ce moment-là, t'écris et tu t'adaptes. Il faut jamais refuser de faire ça. Un scénario, ça vit jusqu'à la toute dernière et jusqu'au montage. Jusqu'à la fin du montage. Donc c'est pas... Il y a une version et il peut y avoir V40. On s'en fout. C'est sa vie. Sa vie avec les acteurs, tu changes d'acteur, ça sera pas forcément les mêmes dialogues. Oui. Si t'as Depardieu ou Auteuil, même si c'est le même personnage, machin, tu fais pas la même chose. Et donc comment ça se passe ? Toi, tu réécris une version en disant, voilà... L'acteur a changé, je vous propose de le refaire comme ça, ou c'est plutôt une proposition du réel ou des acteurs ? C'est l'acteur qui a une demande, c'est le réel qui a une demande. Ça, des fois, ça se passe le matin même pour l'après-midi. D'accord. La veille pour le lendemain. Mais toi, tu réécris, ou alors c'est eux qui font leur tambouille ? Ah non. Je pense que si j'avais refusé, ils auraient fait leur tambouille. Ouais. Mais tu préfères garder la main aussi, peut-être ? C'est pas tellement une question de garder la main, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que t'es là, t'as travaillé X temps. Moi, j'ai du mal à croire que quelqu'un qui, entre guillemets, vient d'arriver, même ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines qu'il est là, sache autant que toi ce que t'as déjà établi. Tu peux en discuter. Si le mec sort un truc qui est mieux que le tien, mais vas-y, mon coco, c'est bon. Mais si tu es capable de lui dire, bah, voilà pourquoi j'ai fait ça, voilà pourquoi j'ai pas fait ça, c'est une discussion. Il ne s'agit pas de s'arc-bouter sur un dialogue, sur un mot, sur un truc. Il s'agit d'être au service du film. Si ça améliore le film, j'ai jamais dit non. Et je dirais jamais non. Et si quelqu'un a une autre idée et qui met son truc, il la met. Il n'y a pas de problème. C'est là où il faut laisser son ego de côté et écouter si on est au service du film. Mais les gens qui veulent changer pour changer, ça, non, ça, c'est pas possible. Ça me rend dingue. On sent que c'est ce côté travail collectif et co-création est très belle sur le papier, mais forcément, dès qu'il y a des enjeux d'ego ou aussi peut-être des subjectivités différentes ou des sensibilités différentes, forcément, ça rend un projet compliqué à faire. Alors, oui, non, parce que la sensibilité, t'as des gens qui vont très peu discuter et qui vont y aller, t'as des gens qui sont très respectueux de l'écriture, qui vont pas changer, qui vont dire « je suis pas d'accord avec toi, mais... » machin. Et puis t'as des gens qui vont changer pour changer, quoi. Parce que ils ont envie. C'est dur de s'y retrouver là-dedans. Mais je comprends. Moi, j'ai que l'expérience d'un film, puis après plusieurs autres choses que j'ai faites et tout. Et j'ai trouvé le bon truc. Tu laisses venir et puis tu t'expliques. Après, il faut aussi laisser les choses se faire. Ça sert à rien de bloquer. J'ai jamais bloqué, je bloquerai jamais. Je dirais, moi, je ferais plus partie des gens qui disent « Ok, tu veux faire ça, c'est ça, mais attention, si tu fais ça implique... Voilà. Et après, il y a un patron, c'est pas moi, c'est le réel. Et moi, je suis au service du réel. Après, le réel veut changer, il est au service de l'acteur qui veut changer.
j'y peux rien, qui est au service du prod, qui veut changer, qui est au service du distributeur, qui veut changer, qui t'explique que non, ça c'est pas possible. Après, chacun essaye de défendre son précaré. Bien sûr. Et c'est compliqué parce que quand tu fais un film violent, pour qui tu le fais, quelle chaîne, maintenant il y a les plateformes, etc. Mais c'est différent. Puis tu vois les films qui sont faits sur certaines plateformes où tu sens bien qu'il n'y a pas eu de prod, ou que c'est pas la prod, ou que en tout cas on leur a... Enfin, Comment tu le vois ça par exemple Je me rends pas compte. comment tu vois ça? Par exemple, sur le dernier film de Scorsese, je pense qu'on a... Enfin, c'est une interprétation que je fais moi, The Irishman. Je pense qu'on a laissé Scorsese faire ce qu'il voulait. Et c'est là où je sens pas, moi, qu'il y a eu une prod pour dire « Attention, est-ce que c'est pas un peu trop long ? Est-ce que ton système, là, il fonctionne bien ? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire et tout ?» Résultat, on a un film de 3h45 que je trouve chacun pense ce qu'il veut. Moi, je trouve qu'il est pas mal. Mais c'est assez inégal. Je pense que ça aurait été mieux s'il y a eu un vrai prod derrière. Quand tu vois Le Parrain... Alors, t'as Robert Evans qui était le prod, tu vois Coppola, il y a une espèce de confrontation de malade et derrière t'as un chef-d'œuvre. Voilà. Moi je trouve que c'est, encore une fois, ce qu'on disait, c'est le travail collectif. Et sur certaines plateformes aujourd'hui, notamment sur des trucs français, j'ai l'impression que il n'y a pas d'exigence. Oh là, je devrais pas dire ça. Mais c'est comme ça. Mais il n'y a pas d'exigence. J'ai l'impression que l'exigence, elle est un petit peu en dessous. Voilà. Par rapport à il y a quelques années ou par rapport à d'autres supports. Mais je comprends pas. Quand tu parles de plateforme, c'est... Non, mais par exemple, je comprends pas que Netflix réussisse pas à faire un Stranger Things français. Voilà. Pour être tout à fait honnête. Il y a des séries très bien, je me brouille avec personne, tout ça. Mais je trouve qu'il n'y a pas eu le chef-d'œuvre de dingue. Moi, je trouve que Stranger Things, c'est un petit chef-d'œuvre sympa. Moi, j'adore aussi. Voilà. Et je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à faire ça en France. C'est dommage, quoi. Et j'essaie de m'expliquer, mais où est-ce que ça clenche ? Où est-ce que ça va pas ? Si vous cherchez un scénar, j'en ai un pour ça. Mais derrière, je pense que ça suffit pas. Non, mais en plus, c'est vrai. Je pense que ça suffit pas. Et je me dis, mais où est-ce que ça cloche ? Et t'as pas la réponse aujourd'hui ? J'ai un début de réponse quand je vois le film de Michael Bay qu'ils ont fait sur Netflix, où là, ça dégueule de pognon. Je me dis que c'est pas l'argent. Parce qu'ils ont fait faire chaque plan en l'impression qu'il coûte $800 000 et ils servent à rien. C'est de l'action à gogo, le scénario, bon. Et je me dis, j'ai l'impression qu'il manque un regard de prod chevronné pour dire, hé les gars, on va pas faire n'importe quoi. Voilà. Ah, c'est hyper intéressant. C'est ce que ça, c'est des vraies questions que je me pose. Quand je vois même je sais que Netflix, mais c'est fou quand même quand on voit l'écart de qualité qu'il y a quand on regarde des trucs sur HBO, quand on regarde Watchmen. Merde, quand même pas. Il y a quand même une exigence et j'ai l'impression que c'est pas la même. Alors peut-être qu'il y a une exigence de. Est-ce que c'est vraiment plus grand public ? J'en sais rien. Il y a une exigence de qualité que je trouve pas partout. Mais il y a des choses sur Netflix très très bien et sur The Boys, je trouve ça génial. Par exemple sur Amazon Prime Video, c'est hyper subversif et tout, mais il y a un auteur, il y a une prod, il y a quelque chose, il y a une exigence derrière. D'accord. Et ça serait bien que ce soit pour tout. Avis aux intéressés. Oh là. On parle souvent de travail collectif. Là, tu m'as décrit comment tu écrivais quand tu étais tout seul et que tu pensais ton film avant. Quand tu coécris, comment ça se passe ? Oh là, ça dépend de la personne avec qui tu coécris. En ce moment, j'écris avec un excellent scénariste qui s'appelle Olivier Est. Et on parle. Moi, c'est dans ma tête. Et il prend les notes. Et puis, on échange là-dessus. D'accord. Voilà. Pour l'instant, c'est ça. Mais je pense que quand on va arriver au moment où il va falloir écrire, lui aime bien passer par un traitement avant. Donc, moi, je m'adapte. Puis c'est bien aussi de s'adapter et puis de travailler aussi là-dessus. C'est quoi un traitement ? Un traitement, c'est quelques pages qui racontent le film. C'est ce que tu fais pour essayer d'obtenir un développement derrière, un petit peu de sous, que même si le film ne se fasse pas, que tu sois payé pendant que tu écris. Le gros défaut que j'ai, où je préfère tout écrire tout seul, gratos, et après, si on te dit non, bah t'as bossé pour rien. C'est pour ça que tu gardes ton métier à côté ? Je garde mon métier à côté parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé les clés pour entrer dans ce milieu-là. J'y ai goûté, j'ai pas encore trouvé les clés et j'espère les trouver un jour. Je crois que c'est Mandela qui a dit, de toute façon, je peux pas échouer parce que je m'arrêterai pas. C'est très beau. Mais c'est pas moi. Et en fait, je m'arrêterai pas et j'adore tellement ça. Et de toute façon, j'ai trouvé aussi d'autres moyens. J'ai rencontré
une amie de ma femme qui s'appelle Océane, qui est une dessinatrice de bande dessinée, qui est pour enfants, qui a eu plusieurs publications. Et un jour, j'ai vu un dessin d'elle et je me suis dit, ça pourrait coller avec ce que j'ai fait. Ah. Et donc, du coup, on a parlé. Elle me dit, mais tu sais, ce que tu fais, c'est pas mon truc et tout. Et je dis, écoute, lis le scénar, ça coûte rien. Ça te plaît, on y va. Ça te plaît pas, t'auras juste lu un scénar, quoi. Et elle a lu le scénar et elle a dit, ok, on y va. Et pour un projet de BD. Ouais. Et pour adultes. Pour adultes. Ouais. Ah oui, bien sûr. Bah, du coup, c'est Rubicon. Et du coup, elle a commencé à faire les planches. D'accord. Et comme le film coûte trop cher, je me suis dit, on va rentrer par une autre porte. Ce qu'avait fait Yann Moix, parce qu'il n'a pas fait que des choses à la con. Quand il a fait Podium, en fait, le scénario, il se le prenait à la gueule, et puis il a fini par écrire le bouquin a eu du succès, et derrière, il a pu faire son film. Et je me suis dit, je vais faire la même chose en BD par rapport à ce film-là. Donc, et puis là, les premières planches sont en train de sortir. Ah, c'est chouette. Et donc, on va aller voir un éditeur, et puis on va voir comment ça se passe. Mais il faut... quand ça sortira, il faudra que... faut jamais laisser tomber, en fait. Je pense que quand on croit à un projet et quand c'est fait sincèrement, ça peut pas rater. Alors évidemment, si tout le monde vous dit ce que t'écris c'est nul, ça n'a aucun intérêt, et puis que soi-même on s'en rend pas compte, c'est triste. Mais je ne crois vraiment pas aux gens qui ont du talent et qui n'y arrivent pas d'une manière ou d'une autre. Quand je dis n'y arrivent pas, c'est qu'ils réussissent à publier ou bien sur Internet ou ailleurs, etc. Et toi, ce qui t'a conforté dans le fait de continuer, c'est parce que tu as eu des bons retours sur certains de tes scénarios ? Alors... Ou tu es animé d'une force qui te dit ça finira par marcher. C'est un peu les deux, mais j'ai eu des super retours. Et c'est quand même vachement encourageant. Et pas alors, à la fin, les super retours, il y en a marre. On aimerait bien avoir des super retours et un contrat. Ouais. Mais j'ai eu des retours de personnes qui n'étaient pas obligées de me dire ça. Et le problème, c'est que j'ai que des bons retours. Donc ça commence à être emmerdant. Mais c'est plutôt positif, non ? Oui, c'est positif, mais ça interroge aussi parce que tu te dis, ok, il faut vraiment que je trouve la clé. Parce que là, qu'est-ce qu'il faut pour passer le step d'après ? Et alors, évidemment, t'as plein de gens qui vont se dire, putain, quelle arrogance, ce trou du cul. Ils auront raison, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Moi, j'adore ça. On me dit, ce que tu fais, c'est bien, et ça se fait pas. Donc, à un moment donné, je cherche des solutions. Et ça s'est fait une fois, ça s'est pas fait comme je voulais, et le résultat est pas, à mon sens, à la hauteur de ce que j'aurais aimé. Il faut se battre pour que ça s'améliore. C'est ça aussi qui fait le sel de ce boulot-là. Moi, si j'ai un jour, j'espère, j'ai un succès, c'est pas le but que je recherche. Le but, c'est le but premier, c'est ce qui m'a fait faire ce boulot-là, c'est de voir le film que j'ai envie de voir. D'accord. Et si un jour j'arrive à ça, putain, qu'est-ce que je serais content. Et qu'est-ce qui se passera ? J'en ferai un deuxième. La suite ou... Non, un autre, un deuxième, et puis un troisième, c'est raconter des histoires. Qu'est-ce qu'elle met... C'est ta passion, raconter des histoires. C'est un boulot merveilleux de se dire que t'as un truc dans la tête, et puis tout d'un coup... Moi, j'ai eu ça, j'ai eu la chance de rencontrer, sur mon premier film de guetteur, un storyboarder de talent, qui s'appelle Lionel Pouchard, qui est un des meilleurs storyboarders au monde, faut se le dire parce que c'est grâce à lui, pas grâce à moi, hein, parce qu'il a fait tous les films de Doug Liman, il a storyboardé Zulu, le film des Jeux au Salles, il a fait La mémoire dans la peau, et c'est un type d'une gentillesse extrême qui m'a appris à progresser sur les scénarios, et en voyant faire les storyboards, et en m'expliquant comment il découpait les films, etc., ça m'a fait progresser. Lui-même un scénariste de talent, et il n'arrive pas non plus à vendre ses scénars, alors qu'il a au moins 2 scénars que je rêverais de voir au cinéma. Et juste pour préciser, c'est quoi la différence entre le scénario et le storyboard ? Alors, le storyboard, c'est quand on a une scène d'action, par exemple dans La mémoire dans la peau, la scène de poursuite en voiture, le réalisateur, pour pas que ça coûte cher, pour que l'action soit lisible, il y a un certain nombre de plans qui sont nécessaires. Par exemple, le mec qui rentre dans sa voiture, comment il le filme, etc. Donc, le storyboarder, lui, il donne les plans qui sont nécessaires pour que l'action soit lisible. D'accord. Après, le réal, il ajuste, mais il suit juste le storyboard, sa scène d'action sera lisible. On saura d'où il est parti, d'où il vient. De voir le poursuivant à tel moment, c'est utile. Sans faux raccord. Sans faux raccord si possible. Mais en tout cas, elle partira d'un point A jusqu'à un point B, jusqu'à un point C, et ça ira sans heurts. Et
Lionel, lui, il est capable non seulement de donner ça, mais aussi de donner selon ce que va dire le réal ou le scénariste, de dire ah bah oui tiens on pourrait faire comme ça. Et c'est un vrai travail fantastique. Je pense que n'importe quel scénariste qui veut faire ce boulot-là, travailler avec un storyboarder, c'est extraordinaire parce que lui c'est le premier lien visuel avec le film. Comment ça se présente un storyboard? C'est décrit, dessiné Il fait des croquis. Alors, ça dépend, il fait un croquis avec le mouvement de caméra en disant voilà, là c'est un panos, là c'est un plan américain, là ça part de là à là, le travelling il va comme ça, on arrive sur le personnage. Et en fait, il décrit chaque mouvement de caméra et ce qui doit être avec le rapport dans le plan. C'est-à-dire que quand il y a un personnage qui est en haut à droite et qui regarde à gauche, que le plan d'après, l'autre soit en haut à gauche et regarde à droite, pour qu'ils se répondent. C'est ces genres de détails-là qui fait que quand on regarde un film, même si on ne se rend pas compte de ça, si ça c'est pas respecté, on se dit on est gêné. Lui, il est là pour rendre tout ça fluide, smooth. Super intéressant, en tout cas. Mais tous les corps de métier dans le cinéma sont intéressants. Quand vous allez avoir le chef machinot qui vous dit j'ai dégoté une grue pour faire les plans, parce qu'en imaginant le truc, même si vous n'avez pas imaginé ce plan-là, vous dites mais pourquoi lui il y a pensé? Ça fait avancer le schmilblick. Il y a des moments fantastiques sur un tournage. Quand le preneur de son, il fait ce qu'on appelle les sons d'ambiance. Une fois que vous avez fini votre scène, tout le plateau se tait et arrête de bouger. Et il prend juste l'ambiance du moment pour que ce soit la même ambiance qu'on remette derrière dans le film. Si jamais le bruit des voitures, ce genre de choses. Ou le bruit de la forêt à ce moment-là, le bruit d'un parking à ce moment-là. Et moi, je me rappelle très bien où on prenait 30 secondes de son d'ambiance sur le film, où tout le monde se regardait. Mais c'est un moment magique de suspension extraordinaire où les acteurs se taisent, tout le monde se tait, tout le monde ferme sa gueule. Et on est là, et on est tous au service d'un film, et on pense à la scène qu'on vient de faire. C'est ça la magie du cinéma, c'est génial. C'est génial. On sent que t'es passionné. Oui. Mais je reviens quand même au fait que tu écrives des choses qui peuvent être parfois un peu violentes ou empreintes de beaucoup de suspense, de tension qui se ressentent après quand tu visualises en tant que spectateur. Qu'est-ce qui t'inspire à ce moment-là? Est-ce que c'est parce que de ton expérience, tu connais ces milieux-là et tu es capable de les décrire, ou est-ce que c'est ton imagination et peut-être d'autres choses qui t'inspirent, qui te permettent d'écrire des choses comme ça? Alors, il y a deux écoles, enfin il y a sûrement 1 milliard d'écoles. Moi j'ai une école, c'est je ne veux pas me renseigner sur un truc avant de commencer à l'écrire. Pour moi, ce qui doit guider, c'est la fiction. C'est l'histoire que je veux raconter. Si jamais je me mets des carcans avant même de commencer, c'est-à-dire que je me dis ah oui mais dans la réalité ça serait pas possible et tout. Je ne supporte plus les films, c'est réaliste mon cul. À partir du moment où t'as amené quelque chose comme ça, etc. Non, c'est crédible ou ça l'est pas. Moi, je fais des films crédibles. Une fois que j'ai écrit mon truc, je vais me renseigner pour voir si vraiment il faut que je fasse quelque chose pour que ce soit crédible, justement. Alors, si c'est un polar, il se trouve que j'ai fait mon armée dans la police il y a très longtemps, donc j'ai un certain nombre de choses que je sais par rapport à ce métier. Tu sais comment ça fonctionne un petit peu quand même. Par rapport aux gens qu'on peut croiser, etc. Puis après, j'ai lu plein de livres et j'ai vu plein de films qui te nourrissent, évidemment. Mais par exemple, il m'est arrivé d'aller voir un militaire sur un truc bien précis, qui a lu un scénar que j'ai écrit et qui m'a dit putain c'est fou, oui effectivement ça aurait pu se passer comme ça. Ça c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, parce qu'en fait ce que tu recherches, si tu as du bon sens, tu peux pas te tromper, ou tu vas te tromper d'un truc et puis on va te donner un petit détail qui va rajouter le petit truc sympa, mais si tu as du bon sens tu peux pas te tromper. Et il y a des réalisateurs très très méticuleux qui rajoutent des choses dans leurs films qui t'expliquent jamais. Par exemple, dans French Connection, le film de William Friedkin, avec Gene Hackman, à un moment donné, les deux policiers, quand ils prennent en chasse, quand ils suivent une bagnole, il prend son chapeau, il le met sur la plage arrière. C'est jamais expliqué dans le film. Et après, j'ai lu la biographie de Friedkin et tout, qui explique que les flics new-yorkais, pour faire comprendre aux autres flics qui sont en filature, ils mettent le chapeau sur la plage arrière. Donc s'il y a un collègue qui les reconnaît et qui voit le chapeau sur la plage arrière, il va pas leur dire hey, « salut !» si c'est un policier en uniforme, la filature est foutue. Et du coup, c'est des détails qu'il n'y a pas, mais qui sont des valeurs ajoutées. Et quand tu l'apprends, c'est waouh. Et t'as encore plus. Et alors, t'as le niveau du génie qui est encore plus fantastique. C'est quand le réalisateur fait un truc comme ça, que ça induit sur une fin. Je pense à The Thing de John Carpenter, où ceux qui ont vu le film
Je vais pas tout spoiler, mais à la fin, il y a 2 personnes qui survivent. Il y en a un des 2 qui est infecté. Et comment savoir lequel des 2 est infecté ? Le réal donne la solution. Alors, ceux qui veulent savoir, il faut écouter le commentaire audio qu'il y a sur le Blu-ray. Mais quand on sait le truc, c'est évident. Et on se dit, c'est généreux d'une certaine façon, parce qu'il fait confiance au spectateur à un moment donné pour se poser les questions. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est super, parce qu'il y a plusieurs grilles de lecture sur un film. Et c'est ça qui fait que un film, c'est comme un bon vin, ça se patine avec le temps. Enfin, un bon film. Hein. Et du coup, on découvre plein de choses au fur et à mesure des visionnages, et ça, c'est chouette. Oui, et un spectateur ne verra pas la même chose que l'autre. C'est ce que je disais, où on peut s'approprier le scénario. Dès le départ, on peut s'approprier un scénario sans pour autant... Enfin, c'est la même histoire, mais on le voit différemment. Ça raconte autre chose. Par exemple, moi, ça m'est arrivé sur Miami Vice de Michael Mann, où au départ, j'aimais pas du tout le film, et puis au fur et à mesure, il y a quelque chose qui m'intriguait quand même, et je me suis rendu compte d'une approche que moi j'avais, qui était de dire que c'est une histoire d'amour entre le personnage de Colin Farrell et Maggie Q. Et à partir du moment où j'ai vu ça, j'ai regardé le film que par le prisme de ça, et c'est génial. Ouais, c'est hyper intéressant. J'ai une question un petit peu plus... je sais pas si c'est concrète, enfin, on sort un petit peu de l'aspect inspiration, interprétation de l'œuvre. Le rapport entre finalement l'art et l'œuvre d'art et la notoriété. C'est vrai que, en tout cas de mon prisme, j'ai l'impression qu'on met souvent en avant le réalisateur, en tout cas quand on récompense une œuvre d'art. Les scénaristes, on en parle beaucoup moins. Bon, il y a des prix de meilleurs scénarios, mais à ton avis, pourquoi en fait il y a cette différence de notoriété? Enfin, même quand on invite des personnes en interview, on parle beaucoup plus souvent aux acteurs qu'aux scénaristes ou à d'autres personnes qui participent finalement à la création d'un film. C'est la faute de la presse. Et je suis bien placé pour en parler, je suis journaliste. Parce que c'est plus glam d'avoir un acteur ou une actrice que d'avoir un scénariste. C'est plus glam d'avoir un réalisateur comme Tarantino ou d'avoir un scénariste. Parce que c'est ce qui fait rêver les gens. C'est ce que tu vois à l'écran, et que le travail en coulisses intéresse, j'ai envie de te dire, que les pros. Et encore, parce que faut bien comprendre que le poste le moins bien payé dans le cinéma français, c'est le poste de scénariste. Ah oui. T'es auteur, t'es pas intermittent, donc... Et puis c'est maximum 3% du prix du budget du film, mais c'est plus souvent 1%. Ah oui. Donc, je sais pas. Je pense que quand dans ta rédaction, tu dis bah putain, j'ai le scénariste de tel truc, de telle série, de tel film, etc. Mais pourquoi tu m'as pas l'acteur, l'actrice, machin? Parce que c'est comme ça. Et je pense qu'on est beaucoup dans l'image, dans ce que ça véhicule, dans ce qui fait rêver les gens. Moi, ça m'arrange parce que j'ai pas du tout envie d'être devant le truc. Mais si être devant le truc, ça m'aidait à décrocher des trucs, j'irais. Oui. Tu vois ? Moi, je trouve ça quand même intéressant, puisque... Bon, après, je m'intéresse particulièrement aux coulisses, mais je trouve que ça peut te donner aussi une vision, justement, sur les clés de lecture, peut-être, ce genre de choses, qu'un acteur va pas forcément dévoiler, quoi. Non, mais je pense que ça vient un peu plus avec les séries maintenant, parce que tout le monde sait, entre guillemets, tout le monde. Ceux qui ont mis True Detective savent que c'est Nick Pizzolatto qui est le scénariste et tout, mais le mec, il a un ego de dingue. Il passe pas sous l'Arc de Triomphe, mais il a écrit une putain de première saison, donc c'est mérité. Après, voilà, les scénaristes connus, Tarantino, à la base, c'est un scénariste. Et qui a pas supporté qu'Oliver Stone fasse tourner et qu'il fasse ce qu'il a fait avec son scénar. Et derrière, putain, il y allait encore plus fort. Et il faut croire en ce qu'on fait. Il faut croire, ça changera. À un moment donné, les gens... Aujourd'hui, il y a... C'est en train de changer avec les séries. Je sais pas si c'est ce que j'ai envie ou si c'est ce qui se passe. J'ai pas encore trouvé le truc. Mais je me dis, il va y avoir tellement de plateformes, tellement de choses. À un moment donné, il y a une sélection qui va se faire. Et elle se fera pas par les acteurs, parce qu'ils seront toujours là. Elle se fera peut-être par la réal, mais elle se fera avant tout par l'histoire qu'on va raconter. Et il va y avoir tellement de demandes que pour répondre à cette demande et que ça sorte du lot, il va falloir que ce soit bien. Et pour que ce soit bien, il faut que ce soit des gens bien qui l'écrivent. Peut-être que ça va marcher. J'en ferai partie ou pas, mais en tout cas, on te le souhaite. J'aurai pas d'excuses. Ça marche. On arrive bientôt à la fin de cette interview. J'ai quelques petites questions flash. Vas-y. Quelle est la dernière chose, film ou non, qui t'a ému récemment ? Film ou non ?
Oui, ou livres. Tu disais que tu lisais beaucoup. C'est compliqué parce que c'est pas un... Il y a un livre que j'aime beaucoup, auquel je pense souvent, mais je l'ai lu il y a longtemps. Alors c'est la dernière chose qui m'a ému parce que je m'en suis souvenu il y a pas longtemps. C'est le bouquin d'Amélie Carrère qui s'appelle D'autres vies que la mienne, qui est un bouquin génial. Que j'ai rarement lu un bouquin plus émouvant que celui-là, et j'y pense souvent. Mais le dernier... Ça parle de quoi, rapidement? Ça parle d'une famille qui a perdu un enfant dans le tsunami de Phuket. Et c'est absolument fabuleux. C'est un film extraordinaire. Enfin, pardon. C'est un livre vraiment sublime. Je me souviens pleurer dans le métro en le lisant, et en disant merde, salaud, il m'a eu. Mais c'est pas du tout larmoyant, c'est un livre puissant. Et comme je suis en train de lire son dernier bouquin qui s'appelle Yoga, c'est pour ça que j'ai repensé à celui-là. Mais sinon, après le dernier, c'est bizarre parce que hier avec ma femme on s'est revu Zulu et c'est vraiment un très bon film. Je l'ai redécouvert donc c'est super bien. Mais heureusement qu'il y a plein de films émouvants, de trucs comme ça. Mais le dernier truc auquel j'ai pensé, c'est celui-là. D'accord, ça marche. Avec qui aimerais-tu dîner? En dehors de ma petite femme. Si tu avais le choix de toutes les personnes sur Terre. De toutes les personnes sur Terre? Il peut y avoir plusieurs personnes. Oh bah oui, mais là, ça compte plus. Évidemment, avec Spielberg. Mais en fait, c'est drôle. Pourquoi avec Spielberg? Parce que j'ai interviewé plein de gens dans ma vie, enfin, dans ma vie de journaliste, et que Spielberg, je l'ai loupé parce que le matin où je devais le faire, j'ai eu une hernie discale et j'ai pas pu marcher. Ah mince. Et l'attaché de presse, je l'ai appelé en lui disant, écoute, je suis obligé d'annuler Spielberg, je crois que c'est la première fois de sa vie qu'on lui disait ça. Et si j'avais pu y aller en rampant, mais même ramper, je pouvais pas le faire. J'étais totalement bloqué, j'étais à l'hosto après, bref. Et du coup, j'aimerais tellement discuter avec lui. T'as pas réussi à reprogrammer? Non. Ah mince. Mais après, il y a des fois où il faut peut-être pas rencontrer les gens qu'on adore. Je dis pas ça pour Spielberg, hein, mais discuter, purée, il y en a tellement. Mais lui, ça serait sympa. Parce que c'est ton réalisateur préféré? Oh, parce que c'est un génie. Je pense que quand il fait son dernier... comment ça s'appelle? Ready Player One, qui est un film sur les jeux vidéo, sur les jeunes et tout, il met tout le monde à l'amende, il a une mise en scène de dingue. Parce que je pense que n'importe quel scénariste qui se respecte se dit, si un jour Spielberg réalise un des trucs que j'ai écrits, je suis le plus heureux du monde et je serai le plus heureux du monde. Après, je dis ça parce que j'ai eu la chance de rencontrer Friedkin. Bon, et j'aurais adoré que Friedkin fasse un film que j'ai écrit. Ridley Scott aussi, je l'ai rencontré, donc... mais j'ai aucun mérite là-dessus, c'est les journaux dans lesquels j'étais, voilà. Mais c'est vrai que... Purée... Al Pacino aussi, j'aimerais bien le rencontrer. Il va falloir une grande table pour le dîner. Al Pacino, des gens comme ça. Mais après, j'ai eu la chance aussi de croiser des réalisateurs français super. J'ai eu beaucoup de conversations avec Henri Verneuil, qui est un réalisateur d'une autre génération, qui est plus là aujourd'hui, mais c'était fantastique d'écouter des histoires. J'ai eu la chance, et les gens pensent à ce qu'ils veulent, mais moi j'ai eu la chance d'interviewer Alain Delon. Et c'était une conversation, alors on s'était vu la veille et tout, et il a fait du Delon. Je l'interviewais pour un documentaire, et je vais le voir, et je lui dis, et on me dit, va le voir, présente-toi avant, parce que demain, comme ça, il saura qui t'es quand tu l'as au téléphone. Donc je vais le voir, et je lui dis, bonjour monsieur Delon, je me présente. Et je dis, j'ai adoré votre documentaire qui a été fait sur vous. Et il me regarde, il me fait, qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Et je le regarde, je dis, regardez-moi dans les yeux et dites-moi si je mens. Et du coup, le courant entre nous, il est passé. Le lendemain, on a fait une super interview, il m'a raconté des tas de choses. Et c'était super émouvant. Et je trouve que Delon, je pense qu'il s'est perdu parce que il a plus de réalisateurs qu'il respectait et qu'il avait envie de respecter. Je dis pas que les gens qu'il a croisés après n'étaient pas respectables, mais quand il a eu Melville, Clément, Verneuil, tous ces gens-là, après, il a eu du mal à rebondir, à trouver une autre génération, et puis ça doit pas être facile d'être lui tout le temps. Donc, et je pense que voilà, et c'est ces gens-là que j'aime bien, qui sont un peu à vif et avec qui on peut discuter. Et j'ai eu des discussions cinéma avec Olivier Marchal, qui est une crème. C'était fantastique. Et avec des acteurs aussi, que quand on rencontre des acteurs, c'est chouette. Ce métier est vraiment fabuleux. Ce qui est emmerdant, c'est que c'est pas facile. Et c'est aussi d'être plongé dans ce milieu qui t'a dit, moi aussi je veux le faire? Ou est-ce que t'as toujours eu cette envie d'écrire? Je pense que si j'avais su le merdier que c'est, j'y serais pas allé.
Maintenant, ce que je dis, je vais immédiatement me démentir. C'est un tel plaisir d'écrire que j'y vais quand même. Et t'as toujours écrit finalement ? Parce que tu dis que ça fait qu'une dizaine d'années Ma que mère me t'écris. dit que oui, mais... On va retourner dans les archives. Voilà. Elle me disait que je racontais des histoires et tout. Ouais, mais c'est plus le cinéma. Et je serais incapable d'écrire un livre. C'est vraiment l'écriture cinématographique. C'est vraiment le cinéma qui me... J'adore ça. Moi, mon premier film que j'ai vu dans ma vie, j'avais 5 ans, c'est Star Wars. Le premier, le seul, avec le deuxième. On voit les puristes. C'était génial. Et c'est un rêve de gosse et c'était fantastique. Et du coup, après, mon père m'a fait découvrir des westerns, Sergio Leone et tout. Mais c'est toute cette culture-là. Et derrière, tiens, j'aimerais bien bouffer avec Sergio Leone, ça serait sympa. C'est fantastique. Et de voir la façon, tous les bouquins que j'ai lus, les essais que j'ai lus, c'est sur le cinéma, c'est comment ces choses-là se sont faites. Et il y a des histoires qui sont magiques. Et c'est cette magie-là que moi j'essaye de retrouver. Alors je l'ai eu, je l'ai approché. C'est comme une drogue, on a envie d'y regoûter et tout. Mais faut avancer, quoi. Faut être positif, ça va marcher. Mais oui, ça va marcher. Dernière petite question. Où est-ce que tu pars en vacances et qu'est-ce que tu emmènes dans ta valise ? Alors je pars un peu partout, je voyage beaucoup. Et ce que j'emmène dans ma valise, c'est des livres. J'emmène beaucoup de livres. Sur le cinéma ou aussi des romans ? Je lis beaucoup des essais et souvent sur le cinéma. Voilà. Les romans, j'ai pas eu de gros coups de cœur pour des romans depuis longtemps, mais j'ai 3 bouquins de chevet qui sont L'hiver de Frankie Machine, L'opération Napoléon et Le Moineau Rouge. Voilà. Si vous voulez vous passer un bon moment polar, là, vous lisez ces 3 trucs-là, normalement on est blindé là. Merci pour la recommandation. je pense que j'irai voir. Est-ce qu'on peut parler peut-être de tes actualités ou des messages que tu aimerais passer là par rapport à ta bande dessinée ? Non, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt, non. Le message que j'aimerais passer, c'est les gens qui cherchent un scénariste, je suis dispo, je suis libre. Je m'adapte à tout, je suis capable d'écrire sur tout. Je le fais avec passion. Et j'espère que si... Il y a des gens qui doutaient du bonheur que ça procure de faire ce métier. Peut-être qu'ils douteront tout petit peu moins après avoir écouté ce truc-là. C'est très pompeux ce que je dis, mais c'est sincère. J'adore le partager. Message, c'est lancez-vous. Et voilà, et j'adore partager ce truc-là. Et il y a un bouquin que je recommande, si vous voulez être scénariste, que vous trouvez sur les sites. Ça s'appelle « Comment faire de mon scénario un scénario formidable ». C'est une Américaine qui a écrit ça. Je l'ai découvert après avoir écrit mon premier scénar, mais je l'ai lu une fois, ça m'a jamais lâché. C'est une nana qui était conseillère sur les scénarios Hollywood. Et elle fait l'analyse de 5 films. De mémoire, je crois, c'est Tootsie, Retour vers le futur, African Queen, Witness et Les Dents de la Mer. Et après avoir lu ça, les analyses qu'elle fait sur la structure de scénario, sur comment on fait un scénar et tout, c'est pas du tout castrateur, au contraire, ça donne envie. Et si vous doutez de votre capacité à écrire ou à faire une structure, ou savoir comment on organise un plan, qu'est-ce que c'est un climax et tout, le Trudy qui fait 1000 pages et on n'y comprend rien, allez lire ce petit bouquin, c'est génial, et ça va vous donner envie, et au moins votre truc il sera solide du point de vue de la structure. Très clair. En tout cas, là, les jours un peu pluvieux arrivent, entre toutes les recommandations de films et livres. Là, si on s'ennuie cet hiver, on pourra écrire, ou en tout cas lire et regarder un bon film. Merci en tout cas pour toutes ces recommandations et ton retour d'expérience, c'était hyper intéressant. À bientôt. À bientôt. C'est encore moi. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a donné envie de regarder des films et peut-être même envie d'écrire des histoires vous aussi. Si vous souhaitez contacter Cédric pour un projet artistique ou simplement pour le saluer, vous pouvez lui écrire directement sur Twitter @Cédric_Melon, tout simplement. J'en profite aussi pour remercier Camille qui nous a mis en contact et grâce à qui j'ai pu faire la connaissance de Cédric et enregistrer cet épisode, donc un grand merci à toi. Si vous aussi vous connaissez des artistes inspirants que vous aimeriez entendre au micro d'En Aparté, quel que soit leur univers artistique, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux en cherchant en.aparté.podcast sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Vous pouvez aussi m'écrire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, je serai ravie d'échanger avec vous en direct. Vous pouvez aussi m'écrire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, je serai ravie d'échanger avec vous en direct. Un dernier mot,
N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de la publication des prochains épisodes et à partager le podcast autour de vous. Ça m'aide beaucoup et vous connaissez sûrement des personnes qui aiment regarder des films ou des séries et qui se demandent toujours quoi regarder. Et bien voilà, c'est le moment de leur donner plein d'idées. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles conversations en aparté.